Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Maître Satyajit Boulel, nommé à la présidence de la National Human Rights Commission, l'ancien DPP évoque le rôle de l'institution dans la défense des valeurs démocratiques. Vous l'entendrez au début même de cette édition. Le rideau tombe sur le sommet de Nice, une semaine de discussions intenses qui s'est conclue avec l'adoption d'une série d'engagements pour l'océan. Et dans nos eaux, l'échec de plusieurs fermes coralliennes oblige. L'État met fin à la méthode de bouturage sur structures immergées, alors que des sites expérimentaux montrent des signes de réussite. ONG et chercheurs plaident pour plus de concertation. L'Iran riposte à l'attaque d'Israël. L'Agence internationale de l'énergie atomique martèle que les installations nucléaires ne devraient jamais être prises pour cible. L'ancien directeur des poursuites publiques, Maître Satyajit Boulel, est appelé à prendre les rênes de la National Human Rights Commission. Il a été nommé à la présidence de cette commission et prêtera serment prochainement devant le président de la République. Dans une déclaration à la MBC, Maître Satyajit Boulel souligne que l'organisme a un rôle majeur dans la préservation des valeurs démocratiques. À Maurice, Migan Puenapanaiken. La Commission nationale des droits humains a été établie en vertu de la Protection of Human Rights Act adoptée en 1998. D'ici peu, c'est l'ancien directeur des poursuites publiques, Maître Satyajit Boulel, qui occupera les fonctions de président de cette commission. Il a été désigné et devra prêter serment à la State House. Cette commission a pour objectif de promouvoir et de protéger les droits humains à Maurice. Ces principes-là, surtout les droits politiques et civils, ils sont bien ancrés dans nos constitutions. Ce sont des droits qui sont importants parce que ce sont des droits qui sont contre l'arbitraire, contre l'injustice. Donc tout ça font partie de ma valeur démocratique qui fait un pays respecté sur le plan international. La commission est composée de deux divisions, la Human Rights Division et la National Preventive Mechanism Division. À l'heure où la réforme constitutionnelle est d'actualité, Maître Satyajit Boulel précise que la commission aura son mot à dire sur toute la question. Il y a un grand chantier, précisément pour régler un petit peu l'étendue et les garanties de nos constitutions. Le National Human Rights Commission peut avoir son mot à dire parce que nous avons envie d'étendre ce droit-là, le droit écologique, le droit social, économique, le droit à logement, donc le droit à la qualité de la vie. Nous pourrions guetter nos constitutions et tout ça là pour faire l'ensemble et l'importance qui nous prend sur les droits humains. Maître Satyajit Boulel qui souligne que les principes des droits humains sont ancrés dans la constitution du pays, comme énoncé dans le chapitre 2. L'actualité est dominée par la guerre Israël-Iran. Les deux parties se sont mutuellement attaquées ce samedi à coups de missiles et de frappes aériennes. Bilan, au moins 3 morts en Israël et plus de 60 à Téhéran. Le point avec Ajmal Moïtob. L'Iran a tiré ce samedi matin une nouvelle salve de missiles contre Israël, en riposte aux frappes aériennes israéliennes d'une ampleur sans précédent contre des sites militaires et nucléaires sur le sol iranien, qui font craindre une escalade dans la région. Nos forces armées sont prêtes et les dirigeants du pays ainsi que toute la population les soutiennent fermement. Les sirènes d'alerte ont retenti à Tel Aviv et Jérusalem, après que l'armée israélienne a appelé la population à se réfugier dans des abris anti-bombardement. C'est la 3e vague de missiles balistiques iraniens depuis l'attaque massive lancée vendredi matin par Israël. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Signe de l'extrême fébrilité dans la région, de nombreuses compagnies aériennes ont supprimé ou dérouté des dizaines de vols, tandis que les cours du pétrole ont flambé.
Après les attaques israéliennes contre des installations nucléaires en Iran, l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme être en contact avec les autorités iraniennes afin d'en évaluer les conséquences. Bien que le niveau de rayonnement enregistré ne soit pas élevé pour l'heure, l'instance juge la situation particulièrement préoccupante. Elle rappelle que les installations nucléaires ne devraient jamais être prises pour cible, quel que soit le contexte ou les circonstances. Bolaki. L'Iran a confirmé que l'installation nucléaire de Natanz avait été touchée par les attaques israéliennes, tout en précisant que le niveau de rayonnement enregistré n'était pas élevé. En revanche, ces sites d'Ispahan et de Fordow n'ont pas été affectés. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, est très préoccupée par ce type d'opération militaire menée par Israël. This development is deeply concerning. Nuclear facilities must never be attacked, as it could harm both people and the environment. Such attacks have serious implications for nuclear safety, security and safeguards, as well as regional and international peace and security. Selon l'AIEA, d'autres moyens existent pour cerner le programme nucléaire iranien. It is clear that the only sustainable path forward for Iran, for Israel, the entire region and the international community is one grounded dialogue and diplomacy to ensure peace, stability and cooperation. L'agence rappelle que toute attaque contre des installations nucléaires à des fins pacifiques constitue une violation des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Elle affirme suivre de très près la situation en Iran et se dit prête à fournir une assistance technique si nécessaire. Direction la France, clap de fin à Nice pour le 3e sommet des Nations Unies sur les océans. Après 5 jours, les délégations de plus de 170 pays ont adopté une déclaration politique commune et présenté plus de 800 engagements volontaires. Objectif, renforcer la protection des mers, entre autres. Sarah Ouno. Le 3e sommet des Nations Unies sur les océans s'est clôturé à Nice. Co-organisé par la France et le Costa Rica, l'événement a réuni plus de 15 000 participants, dont 60 chefs d'État et de gouvernement sur la côte méditerranéenne. À l'issue des 5 jours de travaux, les représentants de plus de 170 pays ont adopté par consensus une déclaration politique en faveur de la protection des océans. Le document s'inscrit dans le cadre du plan d'action de Nice, accompagné de plus de 800 engagements volontaires. Il y a la réaffirmation claire d'un engagement fort en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de nos océans, mers et ressources marines. Le plan d'action pour l'océan de Nice, composé de la déclaration politique adoptée par la conférence et de la liste des engagements volontaires, constitue une feuille de route solide pour les actions futures. Ces nombreux engagements doivent désormais se traduire en actions concrètes. 19 pays ont ratifié cette semaine le traité sur la haute mer, adopté en 2023. Avec 50 ratifications au total à ce jour, il manque encore 10 pour permettre son entrée en vigueur. La ratification de BBNJ, c'est la victoire du droit sur le Far West et la prédation. C'est l'acte fondateur d'un multilatéralisme crédible. C'est l'assurance qu'enfin, des règles s'appliqueront à la moitié de la surface du globe. C'est considérable. La séance est levée. À l'issue de ce sommet, l'Union européenne prévoit un financement d'1 milliard d'euros pour la conservation marine. L'Allemagne a présenté un programme de 100 millions d'euros pour retirer des munitions immergées en mer du Nord et en mer Baltique. La Nouvelle-Zélande engage 52 millions de dollars pour renforcer la gouvernance océanique dans le Pacifique. L'Espagne a annoncé la création de 5 nouvelles aires marines protégées, tandis que la Polynésie française a de son côté exprimé son intention de désigner l'ensemble de sa zone économique exclusive comme aire marine protégée. Le sommet visait à accélérer les efforts pour lutter contre la dégradation des écosystèmes marins et renforcer la coopération internationale autour des enjeux liés aux océans.
Cap sur nos lagons, cette fois où l'état des récifs coralliens suscite une vive inquiétude. Des études ont révélé l'échec de plusieurs fermes coralliennes, notamment structures abandonnées, parfois illégales et un taux de survie très faible. Face à ce constat, le ministère de l'économie bleue et de la pêche met fin à la méthode de bouturage sur structures immergées. C'est un reportage de Maya Lutschmann. Les récifs coralliens, essentiels à la vie marine, sont aujourd'hui au cœur d'un nouvel effort de protection. Des études menées par le ministère de l'économie bleue et de la pêche ont révélé un fait troublant. Plusieurs fermes coralliennes, censées soutenir la régénération, n'ont pas donné les résultats escomptés. Abandon, structures illégales, taux de survie parfois inférieur à 10%. Faire une ferme de corail à travers le bouturage. Le bouturage, c'est collecter les corail qui vivent dans le récif, nous cassons, nous prenons, nous mettons dans une structure, après nous monitorons pour qu'ils aient grandi. Quand je peux casser corail, premièrement, nous pouvons stresser la bouture corail que nous faisons là, et en même temps, nous pouvons stresser la mother colonie là. Quand je suis stressé, et vous êtes affecté encore plus, donc il y a un sens qui m'a dit, au lieu de nous aider le corail, nous pouvons détruire plus. Le résultat peut montrer qu'entre 20 à 25% qui peut réussir, et dans un projet, il montre qu'il est 0% aussi. Face à ces constats, le ministère a décidé de mettre un terme à la méthode de bouturage des coraux sur des structures immergées, tout en souhaitant encourager de nouvelles méthodes plus durables de régénération. Partout dans le monde, ce qu'on peut trouver, qui maintenant je peux arrêter le bouturage, je peux venir vers une nouvelle technique. Il y a une technique qui s'appelle microfragmentation, il y a une technique qui s'appelle sexual reproduction. Donc, des techniques-là, c'est assez innovatif. Pourtant, sur le terrain, tous les efforts n'ont pas été vains. Des chercheurs nous ont emmenés sur des sites expérimentaux où la vie reprend doucement ses droits. Les nougats de police là, si, et nous a fait dire comment pas prendre de mother colony. C'est bien. Mais alors, il y a beaucoup de corail qui cassent naturellement. On appelle les coral of opportunity. Que nous prenons, nous plaçons ici, et ben corail qui nous laissent, que dissable, ça dissable une tuile. Parce que dissable est constantly moving. Nous avons un problème d'érosion. Mais quand nous mettons dans une structure métal, nous mettons dans un bloc même, concrete block, on peut dire nous mettons, tout cela encore vivre. Par exemple, la table qui est juste à côté où, là, 2 mètres à côté où, tout ça encore vivant, juste pas derrière, encore vivant, pas juste vivant, pas juste corail, mais milliers de poissons. Ce succès prouve qu'avec les bonnes techniques et un suivi rigoureux, la restauration est possible. Pour cela, c'est énorme, parce qu'ils vivent ici. Nous ne pouvons pas juste prendre les comme ça, même mettre les quelque part. Nous ne transplantons à une autre place. Nous ne pouvons pas poser le dissable. Nous ne posons pas un corail un peu assez grand qui ne meurt pas dans rien. Nous ne fixons là-dedans. La baline vive. L'utilisation un dissable pas dans rien. Aujourd'hui, on a tout ça poisson là. Et ce qui est bon là-dedans, c'est que les PCR viennent la pêche, oui. Mais ils ne pas rentrer dans sa coral forme là. Ils viennent à l'extérieur, ils mettent votre casier, ils la pêche. ONG et chercheurs demandent plus de consultations avec les autorités avant d'abandonner complètement le bouturage des coraux. Puis, à quoi ressemble le quotidien des pêcheurs à Albion? Le ministre de la Pêche, le docteur Arvin Boulel, y était cette semaine. Sur place, il a écouté, observé et promis des solutions concrètes. Daivik Rajkumar. À Albion, la mer se transmet de père en fils. Depuis 1994, Vikash Mogaram perpétue le métier de pêcheur, un savoir-faire hérité de son père, aujourd'hui âgé de 85 ans. Mais ces dernières années, la pêche est devenue un combat quotidien entre infrastructures défaillantes et matériel insuffisant. Nous pouvons attendre la rampe là, depuis nous pouvons attendre là, nous avons 10 ans depuis nous pouvons attendre. À chaque fois nous avons un problème. Là, pour nous tirer bateau dans le cyclone, nous avons 2 ou 3, 4 pour tirer bateau. Concernant un casier qui n'est pas aux normes, qui est où on a pour dire ça? Ça me dit l'autorité, besoin prendre ça compte là plus vite possible, parce qu'il y a la loi pour ça, besoin appliquer la loi. Comme Vikash, d'autres pêcheurs de la région partagent les mêmes inquiétudes. La peine aucun radeau, un seul radeau médine. Mais tout PCR la côte ouest, tout vous engage le là. Comme poisson, un PCR bien gagné. D'abord la pêche prend des tanks l'essence, mais là on vient nous gagner tomber qui on a le faire.
C'est ça le problème, c'est un radeau un peu partout. Ça peut se disperser, nous tout gagnons la vie. Le ministre, le docteur Arvind Boulal, promet des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Cette revendication juste, mais c'est négligée. Et nous avons maintenant été nous capables d'atteler nous au travail et répondre à cet appel. Parce que c'est une demande qui effectivement est la provision pour faire lui. Et quand nous guettons le Fisheries Act, bien donne les considérations voulues. Une rencontre est prévue bientôt entre ces pêcheurs et les autorités. Tous espèrent que cette fois, leurs voix ne se perdront pas au large. On enchaîne avec cette mesure qui fait partie des 4 pôles de croissance annoncés dans le dernier budget. Le déblocage de quelques 30 milliards de roupies sur les 3 prochaines années dans le secteur de l'énergie renouvelable. Une consultation avec toutes les parties prenantes est prévue. Krishen Sitia. Cette nouvelle ferme solaire à Moka compte plus de 3000 panneaux photovoltaïques. Quelques 3 gigawattheures d'électricité seront fournis annuellement au réseau du CEB à partir de son entrée en opération d'ici fin août. Une fourniture qui sera redistribuée principalement dans la région selon Ecoasis, qui compte plusieurs autres projets de ce genre en cours. Il y a 5 autres projets comme ça à venir qui sont assez diversifiés dans l'île. Donc le premier là est à Moka, le prochain à Casse-Noyal. Ensuite, il y en a d'autres dans le sud-est, vers l'Escalier. Mais le principe restera le même. Nous injectons le CEB, qui ensuite pour service à courant là, pour distribuer aux consommateurs qui sont autour, effectivement. Donc nous, avec ENL, on a beaucoup de projets de pipelines. Quelques 3417,6 gigawattheures d'électricité ont été produits entre 2023 et 2024. Seulement 18,2% de cette énergie provenait de sources renouvelables, soit 621 gigawattheures. L'investissement de 30 milliards de roupies annoncé dans le budget 2025-2026 se présente comme une opportunité. Les acteurs du secteur comme Grubbs Energy Limited accueillent cela comme une démocratisation de la production énergétique pour les consommateurs. Pour dire qu'il y a une institution, vous êtes capable de dire comment vous pouvez répartir cette somme-là en deux, parce qu'il nous a besoin d'accompagnement, nous a besoin de formation, nous a besoin qui la CEB, par exemple, vous avez tout l'effectif qui est besoin pour être capable à l'autre terrain, accompagner le management, l'autre terrain. La Mauritius Renewable Energy Agency veut s'assurer que la transition énergétique se fasse comme il se doit. Solaire, biomasse, mais aussi aujourd'hui avec ce que nous appelons Ocean Economy. Donc, il est extrêmement important qu'il nous énormément de prévisibilité de faire, mais quand nous besoin plus en profondeur, get un projet par exemple qu'on appelle éolien offshore. Il a un grand potentiel, énorme, mais par rapport à l'énergie, ce qu'on appelle de courant marin, une énergie par exemple même des vagues, nous besoin explorer toutes les possibilités avec nos partenaires dans la région, mais aussi beaucoup plus loin, nous avons en tête l'Inde, la Chine, l'Europe. Un fonds considérable destiné à une transition énergétique durable dont les modalités seront définies au fur et à mesure des projets soumis. Également dans l'actualité, les corps de 2 jeunes, soit un homme et une femme, ont été retrouvés dans un état de décomposition avancé dans un champ de canne à Britannia hier. L'autopsie a révélé que la jeune femme a été poignardée à l'abdomen alors que le jeune homme a reçu une balle qui lui a perforé le foie. La police privilégie la thèse du crime passionnel suivi d'un suicide. Les détails avec Kavin Tapessa. Lakshana Naubot, 29 ans, et Akshay Katan, 28 ans, retrouvés morts dans un champ de canne à Britannia. Ils étaient portés disparus depuis le 7 juin dernier. Leur corps était dans un état de décomposition avancé. L'enquête préliminaire a été supervisée par le surintendant de police Sailesh Kumar Sahai et le station manager, le chef-inspecteur Ananda Nursimulu. Il privilégie la thèse du crime passionnel suivi d'un suicide. À la suite d'un call qui nous gagne par un policier de la SSU qui se peut faire ce jogging vers les midi 15. Comme nous gagne ce call là, tout de suite, je mobilise mon homme qui nous gêne sur place. Nous venons sur le terrain, quand nous trouvons la dame,
Effectivement, nous faisons un petit check un peu partout. Et quand celui c'est un sac. Et nous prenons ce sac-là, avec toutes les précautions bien sûr, parce que nous mettons les gants, nous mettons nos masques, tout ça. Nous ouvrons ce sac-là, quand nous ouvrons ce sac-là, effectivement, nous trouvons un portable, nous trouvons une carte d'identité. À travers un renseignement que nous gagnons, il reste à Trou de Douce. Également, la station Trou de Douce, c'est nous qui comme quoi. Et madame là, tient une connexion avec un monsieur qui s'appelle Catan à Chemin Grien. Quand nous trouvons l'écho, monsieur Catan, dans le champ de Cannes, tient un couteau à côté de lui. Et également, nous trouvons un tuyau à fabrication artisanale qui nous fait servir pour tirer un coup de balle. Selon le rapport de l'autopsie du docteur Soudesh Kumar Gangadine, Lakshana Naubut a reçu des coups de couteau à l'abdomen alors que Akshay Katan a eu le foie perforé par une balle. Le médecin légiste pas fin capable d'établir la cause du décès de la jeune femme, vu qu'ici dans un état de décomposition avancée. Et là, le médecin finit constater que la jeune femme a une blessure qui finit causée par une arme tranchante à l'abdomen, tandis que le jeune homme, le cadavre du jeune homme, il y a une blessure qui finit causée par une balle. Le père de Lakshana Naubut avance que sa fille lui aurait confié qu'elle n'entretenait pas de relation amoureuse avec Akshay Katan. Les funérailles de Lakshana Naubut et de Akshay Katan ont eu lieu ce matin. Dans le domaine de la santé, d'ici 2030, une personne sur 6 dans le monde aura 60 ans et plus. Le phénomène de vieillissement de la population étant mondial, Maurice n'est pas en reste. Mais avec une prévalence élevée de maladies non transmissibles, les conditions d'un vieillissement en bonne santé sont impactées. Cynthia Moutou. Vivre plus longtemps permet de travailler plus longtemps, mais dans quelles conditions ? Plusieurs problèmes de santé sont généralement associés au vieillissement. Nous avons un héritage médical assez important héréditairement. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes dans la tranche d'âge de 55 à 70 ans, ont souffert l'hypertension, ont souffert le diabète et ont souffert aussi les maladies cardiovasculaires. De ce fait, ils ont les mêmes forces physiques qu'ils ont quand vous êtes encore jeune, le côté mental aussi qui prend un coup. Les personnes de cet âge ont les mêmes réflexes que les personnes qui sont plus jeunes. Donc forcément, la personne, l'IP commence à décliner au niveau de santé mentale et physique. Sur le continent africain, Maurice figure parmi les 5 premiers pays ayant une espérance de vie élevée. Mais après une nette augmentation de 2000 à 2016, l'espérance de vie à la naissance amorce une courbe descendante depuis 2017, de 71 à 70 ans pour les hommes et de 77 à 76 ans pour les femmes. Nous avons une catégorie de personnes qui fit. Ils n'ont aucune comorbidité. Ils ont travaillé jusqu'à 70 ans avec la même productivité qu'ils étaient quand ils étaient dans 60 ans, 50 ans. Mais nous avons une personne qui peut délivrer. Mais je prends les mêmes forces physiques, je prends la même productivité. À noter que plus d'un tiers des décès enregistrés en 2023 à Maurice, dans la tranche d'âge 60 à 74 ans, étaient liés au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à l'hypertension. On vous emmène à présent à la découverte d'une entreprise mauricienne qui œuvre dans un domaine encore peu connu, soit la biotechnologie. Axonova, soutenue à ses débuts par le Mauritius Research and Innovation Council, a été fondée il y a 8 ans. Aujourd'hui, cette société poursuit ses recherches afin de développer des produits dermocosmétiques à base d'extraits de plantes locales. Madhvija Garnat. On doit garder un buffer de 1 semaine. Ce briefing a pour but de planifier les prochaines étapes d'un projet spécifique axé sur le développement de produits dermocosmétiques. Nous sommes à Ferney chez Axonova Limited, une start-up mauricienne spécialisée dans la recherche et le développement de produits à base de ressources végétales locales. Ici, on est dans la salle de culture cell où Dr Ramlagan a travaillé avec les cellules de peau
Elle a traité ces cellules de peau avec une panoplie d'extraits afin d'identifier l'extrait qui est la plus intéressante pour être développé en produit cosmétique. Il y a plusieurs paramètres qu'on peut identifier, par exemple la pigmentation, l'hydratation ou le anti-aging. La magie de la biotechnologie démarre avec l'analyse des molécules extraites de plantes sèches associées à des cellules de peau. Le modèle qui nous peut servir là, ça c'est nous peut un wound healing, nous peut si un extrait dérivé localement, si vous avez la capacité faire wound healing. Pour guetter à quelle vitesse, à celui là qui fait ça scratch là. C'est un projet client et je provide avec différentes plantes qui là nous peut screen qui plante qui est plus actif. Et un travail pareil, les cas prend beaucoup de temps. Les voyages entre 6 mois et 1 an, tout dépend combien de tests nous avons fait et combien de paramètres nous avons analysés. Prochaine étape, le laboratoire moléculaire où Ali s'attelle au processus d'extraction de l'ARN des molécules pour déterminer leur quantité et leur qualité. Le laboratoire antimicrobien mène à l'étape cruciale du projet. Aïcha évalue si les extraits ont des effets antibactériens essentiels pour garantir la sécurité des futurs produits. Tout est OK? Très bien. Donc on finalise le rapport. C'est le feu vert pour commencer la fabrication des dermocosmétiques. La biotechnologie, encore méconnue, constitue pourtant l'avenir pour assurer le bien-être des sociétés. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, le 16 juin prochain, une quarantaine de jeunes issus de plusieurs centres d'accueil étaient réunis tout récemment au musée de l'esclavage intercontinental à Port-Louis. Ils ont monté une exposition de dessins autour du thème « Nous enfants, nous inspiration ». Madhvija Gornat. À travers des dessins, ces jeunes, issus d'une dizaine de centres d'accueil, ont exprimé leurs rêves, leurs aspirations et leur vision de l'avenir. Une initiative qui s'insère dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Cette année-ci, nous prenons une position pour donner l'occasion aux enfants shelters pour prendre part dans un dessin, un artwork, même mon exhibition. Cette activité vise à mettre en lumière la voix de ces jeunes dans la construction d'une société plus inclusive et solidaire. Nous, comme ça, nous avons participé à faire un dessin pour représenter l'Afrique, nous, les enfants. Là, je dessine l'Afrique. Là, on a envie de dessiner une fille de madame. L'autre a envie de dessiner ça avec moi. Je dessine ça. Je vais mélanger tout ça, là, faire représenter une nationalité, tout ça. Là. Ici, ça veut dire un enfant de un case, oui, important. Ici, il veut montrer que si vous imaginez un rêve, oui, nous pouvons faire. Ces œuvres ont été réalisées sous le thème « Nous, enfants, nous inspiration ». Quoi de plus beau que nous, les enfants, eux-mêmes venus de nous, cette vision, notre regard de l'enfant africain qui était eux-mêmes. Cette exposition de dessin sera dévoilée le lundi 16 juin, ici même, au musée de l'esclavage intercontinental. Tout à fait autre chose. À 4 bornes, des panneaux fraîchement installés sèment la confusion. Par exemple, l'avenue C-Dunant, rebaptisée Dunant Avenue. Les habitants disent perdre le nord avec ces erreurs dans les panneaux. Ils sont au micro de Anjou Ramgoulam. Il y a quelques jours, les habitants de l'avenue C-Dunant à 4 bornes se sont réveillés à une autre adresse bien malgré eux. C-Dunant Avenue s'est transformée en Tada, Dunant Avenue. Je croyais que je me suis réveillée dans un autre endroit. Au lieu de Dunant, c'est écrit Dunant. À quelques pas de là, la rue Hennessy s'est-elle transformée en Hennessy Street, au risque d'inciter John Pope Hennessy, gouverneur de Maurice de 1883 à 1889, à se retourner dans sa tombe. Déboussolés, certains disent avoir perdu le nord. Parce qu'on essaie de nouveau la rue là, mais moi, je dis qui servi beaucoup de GPS, map, beaucoup de panneaux parce qu'il me fait une livraison. Parfois, même je suis capable de roder un chemin et quand il y a la guerre, tout, je dis comme ça. Puis comme ça, on peut vraiment d'un fausse l'endroit. Alors, ce qui ces panneaux là, qui pas bon. Hier, moi personnellement, il y a eu un incident parce que il y avait un courrier de Chronopost qui cherchait ma maison, n'a pas trouvé. Il a débarqué près du restaurant Babou là-bas. Ce n'est pas la première fois que cela arrive.
En 2020, l'avenue des Glaïeuls à Sednac, 4 bornes toujours, s'était transformée en avenue des Glaeuils. À qui doit-on lancer des fleurs? Nous nous sommes tournés vers la mairie de la ville des Fleurs. Concernant ma erreur qui est constatée avec mon habitant, bon, c'était un projet qui est alloué par mon précédent conseiller. Il n'est pas partout, mais quelques-uns dans ma erreur. Qui est à l'ouest et combien coûtent ces bévues déroutantes aux contribuables? L'ancien maire de 4 bornes, Dushyant Ramleken, affirme que l'erreur vient bien de la municipalité qui a estropié quelques noms en envoyant la liste des panneaux à refaire en raison de leur vétusté. 500 panneaux ont été remplacés à raison de 3 000 roupies plus la TVA par panneau. Coût de l'opération, 1 725 000 roupies. L'entrepreneur, affirme l'ancien maire, a été choisi après que plusieurs appels d'offres ont été lancés. Mais en cas d'erreur, est-ce l'entrepreneur qui encourt les frais d'un nom de rue mal écrit? Sollicité à ce propos, l'entrepreneur affirme que c'est la municipalité qui devra payer. Pour le remplacement, cela coûtera environ 1 000 roupies. Retour à l'avenue Sédunan. Pour la petite histoire, cette avenue ne s'appelle pas Sédunan. Le nom véritable, si vous regardez les papiers de la municipalité, c'est Paul-Henri Dunant. C'est pas manque de peinture peut-être, il a mis ça, c'est Dunant. Mais maintenant le mal est fait. Qui choisit ces noms? Comment? Ce sont les conseillers de la municipalité via un vote. Hormis les fleurs, plantes et autres, avenues, rues et chemins portent bien souvent les noms des personnages qui ont marqué l'histoire de la ville ou du pays. Les dimensions de street nameplate libérées à 37 mm. À vendredi, le poteau en fer de l'avenue Dunant avait perdu sa tête, en attendant sans doute de retrouver celle qui était là avant qu'on ne lui refasse le portrait. Bienvenue sur RM1, la nouvelle radio. De la culture aux sciences, de la société à l'innovation. Restez informés avec une actualité traitée en profondeur. RM1 vous connecte à l'essentiel. RM1, la nouvelle radio. Vous l'aurez compris, nous sommes à quelques heures d'une autre grande nouveauté de la MBC. D'autres détails dans le 19h30 de demain soir. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À bientôt. Il faudrait plusieurs vies pour profiter de Canal+. Ou encore passer en scène pour choisir au programme avec Canal+. Fini série carré brûlée. Stream au programme à la demande. Plonge dans un immense catalogue avec Blockbuster, Fexoti Cinéma, Netflix, HBO. Bien se passer. Bollywood. Et bien plus encore, l'eau tout l'écran. Canal+, votre expérience streaming en live et à la demande, au même endroit. Zame son mori kofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son mori kofi. Un assez fort anticyclone s'approchant par le sud-ouest occasionnera des alizés modérés et relativement froids sur notre région à partir de cette nuit. Sur l'animation satellite à Maurice, des nuages dans les alizés influencent le temps local. À Rodrigue, des nuages associés à un système frontal influenceront le temps local tard dans la nuit. Et à Aralega, les nuages qui influençaient le temps local s'éloignent vers le nord-ouest.
Sur la carte synoptique, avec l'approche de la CEFOR anticyclone, le temps sera plutôt venteux sur les Mascareignes. Prévision pour Maurice, plutôt nuageux dans la soirée avec des pluies principalement sur la moitié est de l'île, au sud et sur les hauteurs. Mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin, d'autres nuages dans les alizés occasionneront des pluies au cours de la journée, principalement à l'est, au sud et sur les hauteurs. La température maximale sera légèrement inférieure à la moyenne et variera entre 19 et 26 degrés. Vent du sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h dans certains endroits. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest, du sud et de l'est, sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, beau temps dans la soirée, tard dans la nuit et demain le ciel sera nuageux avec des pluies. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés et la température maximale variera entre 22 et 25 degrés demain. Vent du sud-est de 15 à 25 km/h avec des pointes de 50 km/h se renforçant demain matin pour atteindre 35 km/h en moyenne avec des rafales de l'ordre de 70 km/h. À partir de demain matin, il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. Les houles grossiront pour atteindre les 3,50 m demain matin. De ce fait, les sorties dans les lagons de l'ouest, du sud et de l'est sont déconseillées à partir de demain matin. Prévision pour Agalega, beau temps, la température minimale sera d'environ 24 degrés et la température maximale sera d'environ 30 degrés demain. Vent du sud-est d'environ 30 km/h, mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Des houles du secteur sud sont attendues demain. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous. L'événement football, c'est bien sûr la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui prend son envol ce soir aux États-Unis. Elle se terminera le 13 juillet prochain. 32 des meilleures équipes mondiales seront en lice. La compétition à suivre également sur la MBC s'annonce appétissante et palpitante. Voyez l'avant-goût concocté par Rajiv Gumpet. Un titre à défendre pour Manchester City dans cette compétition. Lors de l'édition 2023, les Citizens avaient remporté leur premier trophée dans ce tournoi. Lors de la finale tenue en Arabie Saoudite, ils avaient facilement battu Fluminense par 4-0. Avec la nouvelle formule, la tâche s'annonce plus compliquée pour la bande à Pep Guardiola. Dans le groupe H, l'adversaire principal demeure la Juventus. L'équipe s'est toutefois renforcée avec notamment l'arrivée du jeune Ryan Cherki en provenance de Lyon. Pour l'édition 2025 aux États-Unis, 32 équipes ayant brillé dans leurs continents respectifs seront présentes. Parmi les grosses pointures européennes, retrouvons le PSG, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, Chelsea, le Borussia Dortmund ou encore le Real Madrid. 8 groupes avec 4 formations chacune seront au départ de ce tournoi dès dimanche aux petites heures du matin. Al Ahly, Inter Miami pour lancer les débats. La Coupe du monde des clubs de la FIFA, c'est aussi l'occasion de découvrir des footballeurs talentueux venant des 4 coins du monde. Différents styles vont s'opposer jusqu'au 13 juillet prochain. One trophy, one dream, one champion. Et cette Coupe du Monde relookée sera à suivre sur la MBC, ainsi à partir de cette nuit, et ce jusqu'au 13 juillet. 28 rencontres en direct seront au menu sur MBC 11 et MBC Play Events. Événement sur la MBC. Amoureux de football, encore une fois, la MBC vous gâte. Suivez la nouvelle formule de la FIFA Club World Cup sur nos antennes. Du 14 juin au 13 juillet, 32 des plus grands clubs du monde en découdront aux États-Unis. Compétition qui s'annonce intense. Vous aurez droit
Aux 28 meilleures rencontres, 20 matchs le groupe, 4 huitièmes de finale, 2 quarts de finale, une demi-finale et la grande finale. Rendez-vous sur MBC 11 et MBC Play Events pour des moments exceptionnels, des plateaux d'avant-match lors de la dernière semaine. La Coupe du Monde des clubs de la FIFA à savourer sur les chaînes de l'MBC du 14 juin au 13 juillet. Et demain, 4 directs vous seront proposés. Vous allez le voir sur l'animation graphique. Cette nuit à 3h15, place à la cérémonie d'ouverture en direct donc de Miami. Dans la foulée à 4h du matin, c'est la rencontre inaugurale entre Al Ahly et l'Inter Miami de Lionel Messi qui sera au programme. Demain soir à 20h, le Bayern Munich affrontera Auckland City. Et à 23h, place au choc du groupe B entre le Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Ligue des Champions, et l'Atlético de Madrid. Soyez donc au rendez-vous. En kickboxing à Maurice, les choses s'activent. Création d'une académie et lancement prochaine de la Mauritius Kickboxing Pro League, ainsi que d'un pôle espoir pour les filles, avec Arnaud Vacher désormais aux commandes de la fédération. Les futurs projets ne manquent pas. Un plan d'action a déjà été élaboré. Les détails avec Jessie Ougara. Miser sur la jeunesse et l'inclusion sociale, c'est l'une des priorités de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération mauricienne de kickboxing. Tout en saluant le travail réalisé par les anciens membres, le nouveau président Arnaud Vacher réitère que la continuité est le maître mot. On a 22 clubs, incluant celui de Rodrigue, donc on va dire une moyenne de 1000 licenciés, ce qui est quand même énorme. On va certainement essayer d'en ramener beaucoup plus. Et puis oui, la formation, il faut savoir que les Rodriguais sont très bons, donc ce sont de très bons athlètes, tous sports confondus. En raison du nombre grandissant de filles qui se tournent vers le kickboxing, la Fédération mauricienne compte lancer le pôle féminin. Donc je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir un pôle féminin. On a de plus en plus de filles qui s'intéressent au kick, tant mieux. Et on a surtout de très bons éléments. Parmi les prochaines activités en kickboxing, un tournoi interclub à Olivia fin juin, ainsi qu'un camp d'entraînement à Madagascar. Concernant des événements à l'étranger, idole pour beaucoup de jeunes, Fabrice Bollock briguera une nouvelle fois le titre de champion du monde WACO en décembre de cette année à Abu Dhabi. En golf, la 3e édition de l'Heritage Mauritius Ladies Open à Belle-Ombre a tenu toutes ses promesses. 120 golfeuses de 8 pays, dont Maurice, le Kenya, le Royaume-Uni, la France, l'Afrique du Sud, le Botswana et Madagascar, étaient en lice. Ainsi, après 3 jours de compétition, les meilleures golfeuses dans les 3 catégories au programme ont été récompensées. Pour les responsables, c'était une réussite. Ils ont salué l'esprit d'équipe et le fair play durant la compétition. Ils ont également précisé que l'édition 2026 se tiendra dans l'est de Maurice. Et je vous invite justement à écouter maintenant les réactions des différentes vainqueurs de cette édition 2025 de l'Heritage Mauritius Ladies Open. Les conditions de jeu étaient difficiles, mais il fallait à tout prix que je remporte cette victoire. Montrer aux femmes que, quel que soit l'âge qu'on a, 50 ans passés, aujourd'hui, on peut encore gagner des gros tournois. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai beaucoup aimé, apprécier jouer sur ce parcours. Ils sont très différents à La Réunion. Donc j'ai beaucoup appris, beaucoup d'expérience aussi des dames avec qui j'ai joué. J'ai beaucoup apprécié, c'était super sympa et une très bonne ambiance. Et puis en hockey sur gazon, place à la Nation Cup masculine. Le tournoi démarre demain pour prendre fin le 21 juin en Malaisie. Elle sera également à suivre sur MBC 11, le spectacle promet. La MBC se met à l'heure du hockey sur gazon. À partir
partir du 15 et ce jusqu'au 21 juin. Vivez l'édition 2025 de la FIH Men's Hockey Nations Cup. Les meilleurs de la discipline vont s'affronter en Malaisie. Ne ratez rien du spectacle. Branchez-vous sur MBC Sport 11 du 15 au 21 juin pour l'édition 2025 de la FIH Men's Hockey Nations Cup. Soyez donc au rendez-vous. En attendant, c'est tout pour cette page sportive. Excellente soirée à vous sur les chaînes de la MBC.